Vous protégez Charlie Hebdo lorsque le journal publie des caricatures du prophète Mahomet. Et vous avez raison. En démocratie, on a le droit de tenir des propos blasphématoires. Mais en même temps, vous punissez Dieudonné pour des propos antisémites. Or, en démocratie, on devrait aussi avoir le droit de tenir des propos antisémites, aussi ignobles soient-ils. J'avais donné comme titre « A-t-on le droit de tout dire ?» Mon propos, vu qu'il doit durer 15 minutes, sera un peu plus restreint et portera sur la question de savoir s'il faut interdire en démocratie ce qu'on appelle les discours de haine. Lorsqu'un comédien, dans un spectacle, déplore que tous les juifs n'aient pas été exterminés, lorsqu'un ministre de la République, lors d'un meeting public, plaisante en disant que lorsqu'il y a un arabe, ça va, c'est quand il y en a plusieurs qu'il y a des problèmes, lorsqu'une ministre de peau noire se voit représentée dans les réseaux sociaux sous la forme d'un singe se balançant dans les arbres, mangeant une banane, lorsque les murs d'une mosquée sont recouverts d'inscriptions disant « les musulmans à mort », lorsque des manifestants dans la rue crient « les homos au bûcher », ou lorsqu'un magazine national titre en une « les Roms, l'overdose », que faut-il faire de ces actes expressifs, puisque ce sont des actes expressifs? Faut-il les punir ou sont-ils protégés par la loi? Alors c'est à cette question-là que je vais m'intéresser pendant 15 minutes, non pas du point de vue du droit, puisque je ne suis pas juriste, mais du point de vue de la philosophie du droit, du point de vue d'une réflexion théorique sur les règles juridiques et sur les justifications des règles juridiques. Et il n'est pas d'emblée évident que la philosophie, et la philosophie du droit en particulier, ait quelque chose à dire à propos de ce type d'acte expressif. Parce qu'on sait qu'il soulève un dilemme redoutable et que l'analyse philosophique ne va pas faire disparaître. Il suscite un dilemme redoutable pour des régimes démocratiques, ou qui se pensent eux-mêmes comme démocratiques, et qui donc adhèrent à deux principes, celui de la liberté d'expression et celui de l'égalité de statut politique des citoyens. Du point de vue de la liberté d'expression, reconnu comme un droit fondamental, peut-être le droit le plus fondamental parmi les droits fondamentaux, parce qu'il permettrait tous les autres. Du point de vue de la liberté d'expression, donc, d'abord, les mesures répressives qui visent les discours racistes, antisémites, islamophobes, mais aussi parfois homophobes, sexistes, ces mesures peuvent être comprises comme des formes de censure injustifiables. Peut-être que le contenu de ces discours est déplaisant, ou ignoble, ou immoral. Mais au nom de quoi est-ce que l'État s'érigerait en juge de ce qui est déplaisant, ignoble ou immoral, de sorte à pouvoir le réprimer? Est-ce que ce n'est pas là réintroduire le délit d'opinion? De l'autre côté, si on parle de l'autre principe, de l'égalité de statut politique des citoyens, il est clair que lorsque l'État tolère ou protège les discours racistes, il peut être perçu comme se rendant complice, comme étant complaisant, d'une manière là encore injustifiable, de la propagation dans le corps social d'opinions discriminatoires, d'attitudes discriminatoires que suscitent ces opinions, de la propagation d'idées dans le corps social qui viennent saper les fondements de la démocratie. Donc on pourrait penser que la philosophie du droit n'a pas grand-chose à nous dire de ce dilemme. Il y a plusieurs valeurs, elles sont toutes démocratiques en plus, chacun peut trancher pour lui-même de façon arbitraire. Donc je vais simplement essayer de vous montrer que la philosophie du droit dispose de ressources pour affronter ce type de questions. Elle ne peut sans doute pas prétendre apporter une réponse qui tranche définitivement, mais elle peut au moins mettre au jour les présupposés des positions en présence. De la position permissive, il faut tolérer les discours racistes et assimiler. De la position prohibitionniste, il faut réprimer ces discours. Et la philosophie du droit peut mettre à l'épreuve la cohérence des justifications qui sont avancées de part et d'autre. Alors, pour faire cela, bien sûr, il faut d'abord savoir de quoi on parle. Qu'est-ce qu'on entend sous ce terme valise, très mal formé, un peu trompeur, discours de haine ou propos de haine? Et pour le savoir, il faut aller regarder les textes juridiques, textes nationaux et textes internationaux. Alors, sans rentrer dans le détail, il est clair que l'ensemble des textes juridiques qui parlent des discours de haine ne forment pas du tout un tout cohérent qui donnerait un tableau clair. Ils emploient des termes différents, ils fixent des sanctions différentes, ils mobilisent des raisons différentes. Mais on peut tout de même considérer qu'un bon nombre de ces textes, notamment des textes pour nous décisifs, l'article 24 et l'article 33 de la loi française sur la presse, l'article 20 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, et d'autres textes, on peut considérer qu'un bon nombre de ces textes nous mettent quand même sur la piste. Il y a trois traits principaux qui permettent de comprendre ce qu'on appelle en général discours de haine. Premièrement, on parle d'actes expressifs publics, qui peuvent être écrits ou oraux, qui peuvent passer par le discours ou simplement par l'image, même si on parle de discours de haine, et qui sont toujours publics.
Deuxièmement, on parle d'actes expressifs publics qui incitent à adopter un comportement discriminatoire ou violent ou haineux vis-à-vis de certains individus. Ça peut passer par l'injure, par la diffamation, mais pas forcément. On incite à être violent, hostile ou discriminatoire. Troisièmement, les individus visés sont toujours identifiés à partir de critères tels que la race, l'ethnie, la nation, la religion, et parfois aussi le sexe, l'orientation sexuelle ou même le handicap. Alors, cette première compréhension un peu sommaire, mais qui nous donne une idée de ce dont on parle, permet déjà de voir que ce qui permet de dire qu'un acte expressif, un discours, une image, une caricature constitue un discours de haine, ce n'est pas le fait que ça exprime de la haine de la part du dessinateur ou du locuteur. C'est le fait qu'il y ait une incitation à adopter un certain type de comportement négatif vis-à-vis d'un groupe abstrait. Et une fois qu'on comprend ça, on comprend beaucoup mieux la nature précise du dilemme dont je vous parlais tout à l'heure. Pourquoi est-ce que la réponse généralement apportée en démocratie au problème de liberté d'expression ne fonctionne pas ici, ou fonctionne mal? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas traiter ces discours comme les autres types de discours? Parce que la réponse habituelle, elle consiste à faire un partage net. On distingue les actes expressifs qui ne font que exprimer des opinions et qui, en tant que tels, doivent être protégés en démocratie, même si les opinions sont choquantes, même si elles sont blasphématoires, même si elles sont immorales. Et ces autres actes expressifs, qui expriment des opinions, certes, mais qui constituent en plus des actions produisant des effets potentiellement nuisibles, des actions susceptibles de créer des dommages concrets pour les individus. Par exemple, la diffamation. On a donc un partage en principe clair. Le blasphème, par exemple, est évidemment protégé par la liberté d'expression. La diffamation est évidemment ouverte à des sanctions. Mais on voit bien que la nature de ce qu'on appelle des discours de haine est extrêmement ambivalente. On a plus que simplement l'expression d'une opinion, puisqu'il y a une incitation à être hostile ou à discriminer ou à éprouver de la haine. Donc on n'a pas simplement l'expression d'une opinion. Mais on n'a pas non plus la production d'un effet nuisible directement pour des individus déterminés. Ce qui est visé, ce sont des groupes abstraits, visés de manière très générale, et souvent le groupe visé n'existe pas socialement en tant que groupe, il n'existe que dans le discours lui-même. Donc par exemple, ce sont les discours racistes qui construisent les groupes raciaux visés. Et donc on voit bien que le partage habituel, on a beaucoup de mal à le faire. Et on comprend du coup pourquoi les justifications qui sont le plus souvent mobilisées pour justifier qu'on sanctionne ces discours, qu'on les punisse, on comprend du coup pourquoi ces justifications sont assez fragiles, pourquoi elles sont constamment contestées. Premier type de justification, la protection de l'ordre public, et souvent derrière, la protection du principe de la dignité humaine. Par exemple, c'est le motif qui avait été invoqué en janvier 2014 pour interdire préventivement, ce qui est assez exceptionnel, une représentation du spectacle du polémiste Dieudonné où il tenait des propos antisémites. Le problème de la justification par l'ordre public, c'est qu'il n'est pas facile de voir quel est le type de trouble matériel à l'ordre public que produit en lui-même le discours raciste ou antisémite ou islamophobe. On comprend bien que s'il y a des débordements, il y a un problème. Mais le problème, c'est le débordement, pas le discours lui-même. En fait, le problème dans le discours lui-même semble être vraiment un problème d'atteinte abstraite à un principe abstrait, le respect de la dignité humaine. Mais du coup, la violation de ce principe, ici, ne consiste pas dans un traitement dégradant qu'on ferait subir à des individus réels, il consiste dans la profération de certains mots. Autrement dit, la fragilité de cette première justification, ordre public, dignité humaine, c'est qu'elle nous rapproche assez dangereusement du délit d'opinion, voire du délit de blasphème, qui sont exclus dans le cadre démocratique. Deuxième type de justification souvent invoquée pour punir, réprimer les discours racistes, islamophobes, antisémites, la prévention des crimes de haine, la prévention des actes d'agression, des actes portant atteinte à l'intégrité des personnes, du fait de motivations racistes, antisémites ou islamophobes. Parce qu'après tout, on sait bien que lorsqu'il y a un meeting de suprémacistes blancs dans une petite ville américaine, et que quelques heures après qu'on ait lancé des appels à chasser les Noirs du pays, un jeune citoyen noir américain se fait lyncher, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de rapport entre ces deux événements. Le problème, c'est qu'il ne suffit pas de dire qu'il n'y a pas de rapport. Il faudrait pouvoir établir une relation causale précise. Et c'est toujours très difficile de faire porter la responsabilité, même partielle, d'une agression d'un individu sur un autre à une troisième personne qui se trouve avoir tenu un discours visant non pas la victime individuellement, mais un groupe général défini de manière abstraite et souvent un petit peu vague et indéterminé. Le problème donc, c'est qu'on n'a pas de moyen fiable d'assurer
l'imputation de responsabilité. Qui est responsable de l'acte? Alors, c'est cette fragilité des deux principales justifications qu'on invoque généralement en droit pour expliquer qu'on puisse punir en démocratie des discours racistes. C'est cette fragilité des principales justifications qui alimente la posture inverse, la posture absolument permissive, la posture qui dit « il ne faut jamais réprimer ces discours, aussi ignobles soient-ils ». Sur ce point, la liberté d'expression doit être absolue. Alors ça se traduit, par exemple, par l'incompréhension de la position française vue depuis d'autres contextes, notamment vue depuis l'autre côté de l'Atlantique, suite aux attentats contre Charlie Hebdo en janvier. Vous protégez Charlie Hebdo lorsque le journal publie des caricatures du prophète Mahomet. Et vous avez raison. En démocratie, on a le droit de tenir des propos blasphématoires. Mais en même temps, vous punissez Dieudonné pour des propos antisémites. Or, en démocratie, on devrait aussi avoir le droit de tenir des propos antisémites, aussi ignobles soient-ils. Alors, on comprend la cohérence interne de cette position, et elle a un soubassement philosophique. Il y a une justification philosophique derrière cette position permissive. Et généralement, elle prend racine, elle part de l'idée même de régime démocratique. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas transiger avec la liberté d'expression, même face au racisme? Pourquoi est-ce que c'est si important? C'est important parce que le fondement ultime de la légitimité des lois en démocratie, c'est la liberté d'expression. Pourquoi êtes-vous requis de reconnaître la légitimité des lois, même quand vous désapprouvez les lois, même quand vous n'êtes pas d'accord? Parce que les lois ont été produites, supposément, au terme d'un débat démocratique où vous avez pu avoir votre mot. On vous a donné l'occasion, comme les autres, dans des conditions équitables, de dire ce que vous pensez, d'exprimer votre opinion et de chercher à convaincre les autres. Autrement dit, le raisonnement est le suivant. Comment pourrait-on exiger du citoyen raciste qu'il reconnaisse la légitimité des lois qu'il désapprouve, par exemple des lois antiracistes ou des lois antidiscriminatoires qu'il désapprouve, si on ne lui a pas au moins donné l'opportunité, dans le débat antérieur, d'exprimer son opinion raciste? Pour que les lois, y compris les lois antiracistes ou les lois contre les crimes de haine, soient légitimes, il faut pouvoir dire aux citoyens racistes « tu as pu t'exprimer et collectivement, nous t'avons donné tort ». C'est une position très cohérente et séduisante, notamment parce qu'elle permet d'apporter une réponse univoque dans tous les contextes. Quelles que soient les circonstances socio-historiques, quel que soit le pays, quelle que soit la situation immédiate, on ne doit pas transiger avec la liberté d'expression sur ce point, c'est le soubassement de la légitimité. Le problème, c'est que c'est aussi un raisonnement qui est aveugle. Il a son propre point aveugle. À quoi est-ce qu'il est aveugle ou indifférent? Il est aveugle au fait que les discours de haine sont répartis inégalement dans la société. Nous ne sommes pas tous exposés de la même manière aux incitations à la violence, à la discrimination et à la haine. Ce sont en gros toujours les mêmes groupes, pour l'essentiel, qui sont visés par ces discours. Et d'ailleurs, si on cherche à comprendre quel est l'effet commun que produisent ces discours ou qu'ils cherchent à produire, il est là. Que font les discours qui bestialisent, sous-humanisent, avilissent des groupes minoritaires? Ils cherchent à inscrire dans notre environnement commun une représentation du fait que ces groupes sont inférieurs, que les membres de ces groupes sont inférieurs. Et quand ils y parviennent, quand ce type de représentation pullule, on a aussi un facteur d'inéquité du débat public. Pour le dire autrement, si quand vous entrez dans le débat public, quand vous entrez dans le jeu politique, votre parole est d'emblée décrédibilisée, parce qu'on vous nie dès le départ le statut d'interlocuteur égal aux autres, vous ne disposez pas non plus de conditions équitables pour participer au jeu politique. Autrement dit, on peut retourner le raisonnement de tout à l'heure, qui soutenait la version permissive, il ne faut jamais interdire, on peut le retourner en changeant simplement l'identité de la personne dont on parle. Comment peut-on demander au citoyen qui est visé par un discours raciste de reconnaître la légitimité des lois, même quand il les désapprouve, par exemple, même quand lui juge que c'est des lois discriminatoires? Comment peut-on lui demander de reconnaître la légitimité de ces lois si on ne lui a pas donné l'occasion de participer au débat public dans des conditions qui sont équitables? Faire taire le raciste, c'est défavoriser le raciste dans le processus démocratique, c'est vrai. Mais laisser parler le raciste, c'est défavoriser ceux à qui le raciste dénie le statut d'interlocuteur égal. Alors ce qu'on a mis au jour là, c'est un autre fondement possible pour justifier l'interdiction des discours de haine. Mais pas toujours, pas dans tous les contextes, pas partout. Pourquoi? Parce que ce qu'on vient de dire, c'est que l'État pouvait avoir à réprimer les discours racistes pour contrer leurs effets. Comment? En réaffirmant l'attachement des institutions démocratiques à l'égalité de statut des citoyens. Pour le dire simplement, réprimer le discours raciste, pourquoi?
pour rappeler que les institutions démocratiques sont incompatibles avec les postulats du discours raciste. Quand l'État punit, l'État, lui aussi, exprime quelque chose. Et l'efficacité de l'expression par la sanction, elle dépend du contexte. Ça ne marchera pas dans tous les contextes, ça ne sera pas justifié dans tous les contextes, et ça ne créera pas les mêmes risques dans tous les contextes. Donc la philosophie du droit n'arrive pas à une réponse univoque, homogène, qui serait valable dans tous les cas, dans toutes les circonstances socio-historiques. Non pas parce qu'elle n'a rien à dire, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer, non pas non plus parce que ses conclusions seraient relatives ou relativistes, mais parce qu'elle met au jour des principes et des rapports entre ces principes qui jouent différemment selon les circonstances. Il faut d'abord se demander, dans chaque cas, si vraiment les conditions de la reconnaissance de l'égalité des citoyens est en péril. Ce n'est pas toujours le cas. Il faut ensuite évaluer les risques. Risques d'instrumentalisation des mesures répressives. Parfois, on les retourne contre les minorités en leur disant que c'est elles qui sont racistes, contre la majorité. Risque d'attirer une attention publique inutile, supplémentaire, à des discours très marginaux, en les punissant un peu trop bruyamment. Autrement dit, ce que la philosophie du droit peut essayer de faire, c'est de dégager des principes qui ne règlent pas la question politique, mais qui viennent nourrir ensuite, au niveau du législateur, puis au niveau du juge, le jugement politique et le jugement juridique, mais qui seront à chaque fois des jugements en contexte, donc des jugements prudentiels. Je vous remercie.